Merci, merci, merci. Merci pour votre patience. Nous avons eu juste un petit problème technique. Il a fallu arranger pour les amis qui nous suivent au niveau de Facebook. Et je crois que maintenant c'est bon. Nous rendons gloire à Dieu pour ce temps qu'il nous accorde. Je crois que nous avons déjà perdu 16 minutes. Encore une fois, bienvenue dans notre plateforme, dans notre réseau. Merci. Merci, vraiment, merci. Je vois Révérend Motalo, je vois. Merci pour vous tous qui êtes là. Donc, le Seigneur vous bénisse. Et Merci. Soyez vraiment abondamment bénis. Donc, sans plus tarder, nous sommes en train de réfléchir sur notre thème. Nous pensons que peut-être nous pouvons entrer jusqu'en novembre, mais bon, ça, on dépend de Dieu. La refondation d'une nouvelle Afrique. Donc, nous étions en train d'essayer de parler sur cette refondation. Et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes toujours en train de porter quelques réflexions d'ensemble. Et nous avons dit que nous aurons besoin de vos contributions parce que vos contributions seront d'une grande importance pour nous pour compléter cette session. Parce que tout est parti des réflexions que nous avons eues, des réflexions sur 60 années après, n'est-ce pas, des indépendances d'Afrique. Donc, nous sommes là en train de réfléchir dans ce sens. On a eu, avec le coach Futiang, essayé d'approfondir. Et depuis déjà quelques séances, nous sommes en train d'approfondir sur cette nouvelle thématique parce que nous pensons que c'est important. Nous ne faisons pas de la politique, mais nous sommes en train de travailler pour donner à la société des hommes qu'il faut, des hommes ayant les caractères, les cœurs et les mains, donc guidés par des principes de bonne gouvernance à tous les niveaux. Mais comme l'on dit, lorsque la politique d'une nation ne marche pas, c'est presque tous ces secteurs, ça peut connaître des problèmes, surtout pour nous en Afrique. Sous d'autres cieux, on peut connaître cela. On a vu des cas, par exemple, en Belgique, où il y a eu un certain problème. Ils ont fait, je crois, plus de 9 mois où il n'y a pas eu de gouvernement, mais puisque ce sont des pays matures, les gens ont compris qu'ils ne peuvent pas se laisser diriger, balloter par les hommes politiques. Ils ont quand même essayé d'arranger leur société. Mais en Afrique, c'est impossible. Jusque-là, c'est vraiment impossible. Donc, c'est comme cela que nous sommes en train de réfléchir. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, nous aurons certains éléments importants. Peut-être le lien, nous n'allons pas aborder cela, mais nous avons déjà créé. Et je suis sûr que je n'ai pas pu encore vérifier. Il y a déjà des gens qui écrivent. Nous voulons continuer à réfléchir sur quelques éléments aussi importants pour voir la responsabilité que nous avons, des leaders que nous devons produire, des leaders que nous devons donner pour l'Afrique de demain. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons encore grâce pour le temps que tu nous offres. Nous prions pour que tu nous accompagnes. Viens nous pardonner pour le retard avec lequel nous commençons notre session, notre discussion, suite à ces petits problèmes techniques que nous avons ici. Mais nous croyons, par l'aide du Saint-Esprit, tu vas nous aider, ô Père Céleste. Glorifie ton nom, élève ton nom et laisse que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ.
nous avons ainsi prié et nous disons Amen. OK. Aujourd'hui, comme je nous avais promis, nous allons essayer de révéler un certain nombre d'éléments. Et ces éléments, je les trouve capitaux dans le sens que, en tant qu'Africains, il y a des choses qu'on nous a fait gober. Il y a des choses que l'Afrique, ou nous les Africains, nous ne nous rendons pas compte. Je vous ai promis, je suis tombé sur un document et je suis sûr que certaines personnes l'ont vu. Et ce document présente ce que l'Afrique est. Mais on dirait, nous-mêmes, Africains, nous ne connaissons pas. Comme je nous avais dit, nous ne sommes pas en train de prôner le ségrégationnisme ou des guerres raciales, mais nous sommes en train, dans cette thématique, essayer de veiller la conscience de l'Afrique pour que nous puissions comprendre que l'Afrique doit aussi se positionner. Parce que nous sommes en train de parler aujourd'hui dans la globalisation. Vous voyez comment la technologie, le numérique, le digital est en train de guider. Et je ne crois pas, d'ici 10, 20 ans, qu'on puisse encore parler de papier. Et sous d'autres essais, on n'en parle même pas. Alors, donc, cela voudrait dire que dans la globalisation, c'est l'affaire des grands. Si vous n'avez pas des choses à présenter, si vous ne prenez pas place avec les grands, vous serez en train de subir. Et déjà, l'Afrique continue à subir depuis les colonisations. Mais alors, continuera-t-elle à subir? Et c'est pour cela que nous sommes là, ensemble, dans ce cadre, pour réfléchir comment produire, comment coacher. Parce que notre responsabilité, c'est coacher. Des hommes intègres, des hommes de caractère. Et c'est important, parce que l'Afrique a besoin d'hommes de caractère. J'aimerais vous révéler certains éléments importants. Regardez, quelqu'un avait réfléchi, il a pris les grandes puissances du monde. Il a essayé de prendre leur superficie et le présenter, le placer au niveau de la carte d'Afrique. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça ne vient pas de moi. Et je sais que vous pouvez aussi faire des recherches parce que nous sommes ici, nous avons dit nul dans le monopole du savoir. Nous sommes en train de nous compléter. Et regardez comment la place, on a essayé de prendre les grandes puissances des pays développés, regarde la place des États-Unis, regarde la place de l'Espagne, de l'Allemagne, de la France, de l'Inde qui bouge encore, qui commence déjà à bouger, de la Chine, de l'Europe de l'Est. Et voyez la Grande-Bretagne. Vous voyez, c'est juste, nous avons les quelques îles là-bas, Madagascar, n'est-ce pas, ainsi de suite. C'est ça. Et la partie là blanche au sud, c'est le Japon. Quand on considère, par exemple, l'aspect de la superficie. Et pourquoi nous sommes en train de parler d'un tel réveil, d'une refondation de la Nouvelle-Afrique? Et cette refondation de la Nouvelle-Afrique doit nous pousser à comprendre qu'il y a des nations qui nous font peur. En fait, ce sont elles qui ont peur de nous. Et c'est comme ça qu'elles travaillent, de sorte que l'Africain ne puisse pas se réveiller. De façon que l'Africain ou l'Afrique ne puisse pas prendre conscience, n'est-ce pas, de sa situation. Ça, c'est ce qui est vrai et c'est ce qui est réel. Parce que on nous dit toute la journée que l'Afrique est surpeuplée. Sa population doit être réduite. En fait, une population très jeune. Et je pense que nous ne sommes pas ignorés ce qui se cache derrière le Covid. Aujourd'hui, nous acceptons Covid comme une pandémie.
Mais nous attendons les jours qui vont arriver, c'est que cela va nous révéler. Parce que avec la population jeune, on a peur que cette jeunesse puisse prendre conscience. Et c'est pour cela qu'il y a des projets de comment réduire cette population. Donc, nous voulons nous dire que quand nous parlons de la refondation de l'Afrique, tout doit partir de notre prise de conscience. Et c'est important. Et je suis tombé sur cet élément, j'ai dit, mais ça c'est intéressant. Parce que lorsque nous voyons l'Afrique, l'Afrique regorge 60% des terres arables. Donc, nous n'avons pas apporté des pommes de terre, nous n'avons pas apporté des pommes, nous n'avons pas apporté des produits agricoles. 60% des terres arabes, ça se trouve en Afrique. En matière de réserve de matières premières, on trouve à peu près 90%. Je prends par exemple, j'aime parler de mon pays, les cobaltes. 50% de la production mondiale provient de la RDC, sans compter les aspects que le Togo cite, la Côte d'Ivoire, l'Angola, le Niger, le Nigeria, l'Afrique du Sud, etc., etc. L'Afrique. Et c'est pour cela que nous devons susciter une nouvelle vision de l'Afrique aux Africains, aux leaders africains. En matière d'or, l'Afrique a une réserve d'or de 40% de tout l'or du monde. 40%. N'en parlons pas des diamants, même diamants de joaillerie. Donc l'Afrique, 33% de réserve en matière de diamants. Ce sont juste et les gens qui travaillent, ceux qui nous suivent, vous pouvez vérifier ces choses. En matière de manganèse, ça c'est l'Afrique. Le fer, ça c'est l'Afrique. Du bois, ça c'est l'Afrique. L'espace vert, voyez comment on prend des décisions. Nous avons dit la fois passée, il y a d'autres personnes qui réfléchissent avec les problèmes du climat. On est en train de réfléchir. Les pays du Sud, il y a l'Amazonie, il y a l'Afrique, avec l'équatorial, l'eau, le bassin du Congo, qui va servir de l'eau potable. Ça, c'est l'Afrique. Et voyez comment ça se représente. Et les nations fortes, elles connaissent ces choses. L'Afrique est 3 fois plus grande en superficie que la Chine. Vous voyez? 3 fois plus grande. Il est 3 fois plus grande que la superficie des États-Unis d'Amérique. Parce que l'Afrique, à elle seule, elle regorge plus de 30 millions et demi de kilomètres carrés. Et prenez toutes les superficies de ces grandes puissances. Vous ne pouvez pas égaler l'Afrique. Parce que même en termes de population, après la Chine, l'Afrique représente 1,3 milliard d'habitants. Parce que la Chine a 1,4 milliard à peu près sur sa superficie. Donc, cela voudrait dire que si nous tenons seulement compte en termes de population, et c'est ce qui a étonné le monde, par exemple, avec l'expérience de la Chine. La Chine a étonné parce qu'elle a été négligée, mais la Chine savait qu'avec la population, et je crois que les experts en démographie, en population, ils savent que lorsque vous avez une grande population, vous avez déjà des atouts de devenir une grande puissance. Avec l'expérience de la Chine. Parce que maintenant, la Chine, passez-moi l'expression, elle exporte même la main-d'œuvre. Toutes ces routes qui sont en train d'être construites en Afrique, c'est avec la main-d'œuvre chinoise. Elle ne vous donne pas la technologie. Elle vous apporte et leur savoir-faire et leur main-d'œuvre. Nous devons réfléchir. L'Afrique,
Ça, c'est vraiment le moment de prendre conscience, cette Afrique. C'est possible. Alors, puisque l'en est ainsi, cela voudrait dire, quand nous parlons de la refondation de l'Afrique, il y a beaucoup de choses qui doivent être prises en compte. Il y a beaucoup de choses qui doivent être prises en compte dans ce sens que si nous restons calmes, nous ne disons pas, nous ne nous réveillons pas, nous serons en train d'être considérés comme un monsieur qu'on avait appelé à l'époque de la crise mondiale, M. Yates, au Texas, qui devait être un homme riche parce que c'était régorgé de grandes quantités de pétrole, mais il ne savait pas. C'est juste le jour où il a pris l'intention de vendre, et puisqu'il fallait faire l'expertise, qu'on va découvrir que ce terrain devait rapporter plus de 80 000 barils par jour. Mais M. Yates était en train de mourir comme un homme pauvre. Et c'est ça un peu l'Afrique. Nous devons donc réfléchir. Et c'est comme cela, je nous ai dit, dans ces cadres de réflexion, il faudrait que l'Afrique pense comme une seule entité, comme les États-Unis. Pourquoi pas ne pas définir, par exemple, une langue commune? On peut se décider de prendre, par exemple, le Swahili comme une langue commune pour tout le peuple d'Afrique et faire de sorte que toutes nos nations deviennent comme des États fédérés et qu'on commence à parler des EUA, donc les États-Unis d'Afrique. Et vous savez, si nous arrivons, par exemple, à un tel point où nous pouvons produire des dirigeants de différentes nations qui vont réfléchir autour de ce que nous avons appelé un manifeste commun. Nos États deviennent comme des régions, c'est-à-dire des États fédéraux. Nos frontières seront désormais garanties. Il n'y aura plus de problèmes de conflit, des terres. Et c'est fini. Ça, c'est la chose qu'il faut aspirer. La liberté religieuse, en mettant au service public les principes fondamentaux. Qu'est-ce qui est bon, qui pourrait aider la société dans telle ou dans telle autre religion? Ce sont des choses qu'il faut définir. On va déjà mettre fin aux extrémistes et à l'extrémisme. Et c'est possible de rêver un tel Afrique. Mais il faut qu'il y ait des leaders. Même si ce projet peut prendre 20 ans, mais je pense, et c'est pour cela que vous êtes le bienvenu dans ce cadre où nous parlons de Training Christian School of Leadership, l'école de leadership et de coaching biblique. L'essence de la transformation. Donc, nous sommes en train de voir, je crois que ces éléments sont très révolutionnaire. Voyez la place des États-Unis en termes de superficie. Voyez la place de l'Europe en termes de superficie. Voyez la place de l'Allemagne. C'est juste là qu'est le pays là-bas. Donc on prend, regarde l'Italie. Il y a même des pays qu'on ne peut même pas placer. Par exemple, vous prenez la Suisse. Vous prenez la Suisse, vous prenez la Hollande, la Belgique, le Portugal. Mais ce grand Afrique est en train de voir sa population fuir. Combien elles sont en train de mourir parce qu'ils cherchent à traverser les océans, le mer. Des gens qui ont étudié, mais qui ne trouvent pas leur place. Ils jettent leur diplôme. Ils veulent aller trouver, ne fût-ce que juste une petite chambrette en Europe. Et là où il peut faire, même balayer
les services de cantonnage, parce qu'on pense que la vie est ailleurs. La vie n'est pas du tout en Afrique. Quitter l'Afrique, ça devient comme un luxe. Effectivement, lorsque nous pouvons comparer les choses, nous sommes témoins, chers collègues. Alors donc, vous et nous avons cette responsabilité, même si nous n'allons pas expérimenter ces choses. Mais je pense, nous pouvons réveiller la conscience. Nous pouvons prendre conscience pour susciter ces leaders qui sont tout autour d'eux. Peut-être il y a des gens qui vont nous suivre en ligne tel que nous sommes en train de le balancer dans les réseaux sociaux. Donc, nous sommes un cadre où nous sommes en train de recruter toutes les personnes qui pensent que la refondation de l'Afrique est une possibilité. Pas seulement une probabilité, mais peut devenir une réalité. Et pour cela, nous devons susciter des hommes et des femmes que nous serons en train de coacher. Parce que nous parlons de leadership et de coaching, de transformation. Et ça, c'est important. C'est possible. Et on nous fait croire, on ne veut pas que nous puissions réfléchir pour l'Afrique. Et lorsqu'on parle de l'Afrique, on le présente comme quelque chose de rien du tout. Et nous-mêmes, nous sommes terrorisés parce que dans notre mental, nous sommes déjà bas. Nous sommes déjà bas. Parce que nous-mêmes, nous savons, si quelqu'un a étudié aux États-Unis, il a étudié en Occident, quand il rentre au pays, il est un grand monsieur. Et c'est lui qui a étudié chez nous. Et comme nous vous avons dit, des choses ont été faites sciemment. Parce que même manger, nous avons appris à manger par l'Occident. C'est vrai, il y a de bonnes choses. Il y a de bonnes choses et nous louons le Seigneur pour cela. Donc ici, lorsque nous allons nous prendre cette conscience, travailler, alors en ce moment-là, avec les autres, nous allons traiter égal à égal. Et c'est là où on va vraiment parler de bilatérisme dans les relations. Donc, c'est vraiment important. Et parce qu'en tant que des coachs, des leaders coachs, nous avons besoin d'étudier, de lire un peu ces aspects politiques. Parce que c'est important. Quand bien même nous ne sommes pas des politiciens, mais parce que la politique d'une nation influence tous les secteurs de la vie. Parce qu'on dit, c'est la gestion de la société, de la res publica. Et puisqu'il s'agit de personnes qui gèrent la société, qui gèrent nous autres, alors nous devons travailler pour que des personnes qui vont nous gérer puissent être des personnes propres, avec des morales hautes, avec une probité efficace d'excellence, de l'irréprochabilité, des hommes de vision. Donc, ça sont des matières que nous sommes en train de partager ensemble, lesquelles matières peuvent beaucoup aider chacun de nous. Parce que même si nous parlons, nous prenons une approche biblique de la transformation des sociétés, mais cette approche biblique ne met pas en exergue, ne met pas de côté tous ces aspects. Parce que même le Seigneur Jésus lui-même, par l'apôtre Paul, il est en train de se soucier de tout l'homme et de tout homme. C'est pour cela que nous parlons de l'évangélisation holistique. Et cette dimension, c'est là où nous avons essayé, et nous continuerons. L'histoire ne va pas pardonner aux missionnaires catholiques, précisément, pour leur rôle combien négatif dans la façon de présenter l'évangile, dans leur façon éduquée de façon négative
de prendre certains textes de la parole de Dieu et nous les présenter mal dans le but de permettre aux colons de nous voler, de nous piller et d'exporter toutes nos matières. J'étais en train de suivre la fois, je crois avant-hier ou hier, on était en train de parler de ces jeunes Africains qui entrent dans des musées, n'est-ce pas, en France, vouloir récupérer toutes les histoires que la colonisation nous a pris. C'est vrai, la façon dont il agit n'est pas bonne, mais je crois que c'est une sonnette d'alarme. Comment les histoires d'Afrique devraient se trouver en France, dans des musées en France, en Belgique, partout en Occident? Nous pouvons leur poser des questions. Et si nous avons, par exemple, des leaders, des caractères, mais ils peuvent négocier pour que ces choses rentrent. Parce que quand les Occidentaux utilisent ces choses dans le cadre du tourisme, ils font beaucoup d'argent. Mais ils font beaucoup d'argent sur les produits, sur les matières qui ne proviennent pas de leur pays. Et ils en sont conscients. Je crois qu'il faut qu'il y ait une opération retour. Et c'est là le vrai débat. C'est ça le vrai débat dans des colosses, dans des séminaires, dans les colloques, dans des sommets. Quand nous parlons de la refondation d'une nouvelle Afrique, comment on va faire? Quelle politique mettre en place pour que nous puissions récupérer, montrer que les amis, vous nous avez volé. Et en même temps, s'il faut mettre, par exemple, les cours et tribunaux internationaux devant les responsabilités, porter plainte sur ces actes et demander les indemnisations, les demandes, les amendes et dommages et intérêts, mais aussi le rapatriement de ces choses. Ça, c'est très important. Pourquoi nous avons, par exemple, des ambassades? Quels sont les rôles de toutes nos ambassades? Et c'est pour cela qu'il faudrait que nous puissions réfléchir. Alors, nous avons la responsabilité. Parce que dans les chrétiens, dans les trainings, dans notre plateforme, nous sommes en train de prendre la responsabilité pour coacher des leaders émergents, de jeunes. Partout là où nous nous retrouvons, nous puissions avoir 2, 3. Et c'est comme ça que nous nous sommes donnés comme un mandat, n'est-ce pas, de vouloir chaque année apporter 25 leaders dans notre façon de faire. Et je suis sûr que ceux qui nous suivent et ceux qui nous suivront, vous allez vous décider de vous engager pour qu'ensemble nous puissions mener cette lutte. Donc l'Afrique, nous devons prendre conscience de cette histoire. Parce que devant ces changements de paradigme, nous devons prendre des décisions à 3 niveaux. Parce qu'il faut faire des évaluations honnêtes. Rassurez-vous, rappelez-vous lorsque nous avons parlé des évaluations honnêtes. Nous devons prendre conscience. La première des décisions, ce sont des choses que nous faisons bien, que nous devons continuer. Ça sont des choses à continuer. Quelles sont les choses que nous devons améliorer? Ça, c'est le deuxième niveau d'application. C'est à nous tous. Et c'est là où nous avons dit, il faut qu'il y ait de véritables tables rondes pour qu'on réfléchisse. Maintenant, de personnes que nous sommes en train de coacher, nous devons discuter parce que nous devons leur donner de l'espace. Et lorsque nous parlons, et aussi ils nous évaluent. Parce que nous sommes en train de modeler, nous sommes des pères, et nous avons dit des pères deviennent des repères. Et ça, c'est important. Et le docteur Kisso qui nous a parlé de faire la différence pour devenir des références. Donc, c'est
C'est vraiment important de comprendre cela. C'est vraiment important de prendre conscience de cette situation. Et au niveau maintenant de ce que j'appelle la décision des décisions, c'est là où nous devons réfléchir sur des choses à refuser. C'est-à-dire des choses à arrêter. Quel que soit ce que les gens vont dire de Mao Tse-tung, mais je crois que la philosophie de Mao a payé pour la Chine. Je ne prône pas le communisme chinois, mais je pense, dans chaque système, nous pouvons réfléchir qu'est-ce qui est bien. Et ce sont des choses qu'il faut améliorer. Mais ici, des choses que nous devons arrêter, des choses que nous devons refuser. Et c'est là le véritable combat. Parce que l'Africain, nous ne sommes pas persistants. Nous ne sommes pas persévérants. Nous sommes prêts à lâcher vite. Mais le père de nos indépendances nous ont démontré. C'est avec leur ténacité, leur persévérance, leur endurance que nos amis, jadis alors, nos colons, étaient obligés de lâcher prise. Il y a des choses que nous devons décider d'arrêter. Quelles sont les choses à arrêter? Et quelles sont les choses que nous devons prôner? Et c'est là où nous avons partagé les liens que nous appelons les liens T. Donc, vous trouvez ces liens-là dans la page et vous allez cliquer sur ces liens-là pour nous proposer, n'est-ce pas, les éléments. Et ce sont les éléments qui vont nous aider dans les discussions prochaines. Et quand vous allez entrer, vous allez trouver, c'est une fiche Excel partagée. Vous pouvez placer, par exemple, les choses que vous pensez combattre de l'ancien paradigme et les choses que vous comptez promouvoir. En ce qui concerne les nouveaux paradigmes. Et vous trouverez même sur cette fiche d'autres colonnes, n'est-ce pas? Par exemple, lorsque vous placez vos idées, à côté, vous mettez votre nom, vous mettez aussi vos coordonnées, n'est-ce pas? Il y a les mobiles, WhatsApp, etc., etc. Et puis, il y a une question, si vous êtes déjà un membre adhéré, un membre qui adhérent, n'est-ce pas, dans les trainings. Parce que c'est important. Nous serons en train de discuter avec vous, par exemple, avec vos idées, comment vous comptez prendre 5-10 minutes et la développer. Pourquoi vous pensez que ça, ce sont des choses à combattre? Ça fait partie de l'ancien paradigme. Et vous pensez que celles-ci font ou fait partie du nouveau paradigme pour une nouvelle Afrique. On a beaucoup d'idées à partager. Je vais prendre, par exemple, parmi les choses de l'ancien paradigme, les antivaleurs. Les antivaleurs dans toutes les couches, dans toutes les structures. Prenons par exemple ce que nous sommes en train de voir dans certains pays, pour ne pas dire la plupart des pays sous-développés, comme nous sommes en Afrique, ce que nous pouvons qualifier de la confiscation de l'appareil de l'État ou des institutions de l'État par un petit nombre de personnes. Nous avons des personnes qui se comportent comme des dieux en Afrique. Ils ont pris le pays, l'Afrique, comme leur propre parcelle, comme leur propre chambre. Et ce sont ces personnes qui désignent, qui décident sur le sort de nos nations.
parce qu'ils ont de l'appui, entre guillemets, de certaines puissances. Et c'est pour cela, lorsque nous rentrons dans l'idée, je vous ai dit que cette idée-là est vraiment importante parce que si ça peut être quelque chose d'intéressant, l'Afrique peut aller loin. L'Afrique peut aller loin. Parce que, regarde, je vous ai présenté, si l'Afrique, c'est l'ensemble de toutes ces nations, alors pourquoi parler du Bénin? Pourquoi parler de l'Algérie? Pourquoi parler de Madagascar? Pourquoi parler de la RDC, du Congo, de l'Angola, du Gabon? Parlons le langage africain. Et ces différentes nations aujourd'hui deviennent des États fédéraux. Et en ce moment-là, nous serons comme les États-Unis. Il y a la police fédérale, il y a l'armée fédérale, mais aussi nous avons la police nationale, nous avons l'armée nationale. Et c'est comme cela que nos frontières seraient bien sécurisées. Alors, il faut que nous puissions avoir de tels hommes qui ne vont pas voir l'Afrique, le développement de l'Afrique au prorata de leur nation. C'est important, chers collègues. Nous avons une lourde responsabilité. Ne négligeons pas les jeunes que nous sommes en train de coacher, parce que nous parlons de coaching. Nous n'avons pas à négliger ces jeunes gens. Et ça, c'est une donne intéressante pour nous de réfléchir. Vous voyez, il y a des gens qui confisquent les institutions. Je connais un parlement d'une nation, ce parlement est en opposé par rapport aux besoins de la population. Comment un parlement qui doit en principe être l'émanation de la population, parce que ce sont des représentants du peuple, mais ce parlement est à l'encontre. On a vu beaucoup de fois en Afrique, nos parlements être envahis par des populations. Parce que quand ils font des lois personnalisées, au lieu que ce soit des lois impersonnelles. Comment vous pouvez donner, par exemple, autant de privilèges aux leaders? Ils ne payent pas l'eau, ils ne payent pas de l'électricité, ils n'ont pas toutes ces choses-là, mais ils ont encore un salaire macro. Ça ne va pas. Vous voyez pourquoi les gens tels que les Karl Marx se sont levés, les Lénine se sont levés. C'est parce qu'on sent qu'il y a un sens d'injustice. Vous voyez, par exemple, de tels cas, ça c'est ce que nous appelons l'ancien paradis. Les choses que nous devons combattre. Et lorsque nous sommes en train de faire le coaching, nous avons besoin de parler de ces choses et voir ce que nous serons en train de proposer. Nous sommes en train, par exemple, de voir l'ancien paradigme au niveau de l'Afrique, qu'on pense que le développement doit être basé sur les matières premières. Je ne sais pas s'il y a un pays nanti, un pays développé, industrialisé, qui s'est développé grâce aux matières premières. Je ne crois pas. Même s'il y en aurait, je ne crois pas qu'on peut avoir 5. Parce que l'histoire nous fait voir que les grandes nations qui sont devenues des grandes nations, ils ont travaillé l'agriculture. Ils ont travaillé la terre. C'est pour cela, vous verrez, nous avons dit que l'Occident a tout fait pour que les sciences de la terre ne soient pas du tout enseignées dans nos universités. Nos enfants terminent 13 ans d'école.
17 ans d'école. Dans d'autres nations, 3 ans maternelle, 6 ans primaire. Et vous devez prendre 7 ans ou 6 ans post-primaire. Il n'a pas appris comment même on peut planter les haricots, comment on peut planter l'ananas, comment on peut planter, il ne sait pas. Parce que nous sommes témoins en Afrique, ce n'est pas aller être un universitaire, avoir des thèses que nous serons en train de développer nos nations. C'est la foutaise. Nous avons besoin des intelligences de personnes d'élite. Et nous avons essayé dans les rencontres passées, et nous avons parlé de la différence entre un intellectuel, une personne d'élite, un homme politique et un homme d'État. Tous les dirigeants, pour ne pas dire, d'ailleurs on peut parler de tous les dirigeants, sont entourés de professeurs d'université, des hommes qui, lorsqu'ils défendent des étudiants, regardent les thèses qu'ils défendent sur le développement en matière de ceci. Mais ce sont ces mêmes personnes qui sont en train de tourer nos dirigeants politiques. Ils sont qui entourent, mais ils sont incapables. Donc ça, c'est des choses qui font partie, n'est-ce pas, de l'ancien paradigme. Nous ne pouvons pas baser nos développements sur base des matières premières parce que nous ne maîtrisons pas cela. Donc ça, c'est par exemple des choses qu'il faut placer sur la première partie des choses à combattre. Mais maintenant, parmi ces choses, quelles sont les choses, vous trouvez que nous pouvons continuer, des choses que nous pouvons améliorer, mais ce dont nous devons arrêter. J'ai toujours dit, si vous refusez quelque chose aujourd'hui, vous la refusez demain, pour la troisième fois, c'est cette chose-là qui va vous refuser. Parce qu'elle ne trouve plus de place en toi, dans ton cœur, dans ta nature. C'est pourquoi en Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres. Quand vous refusez une chose aujourd'hui, quand vous la refusez pour la deuxième fois, mais pour la troisième, c'est la chose qui va vous refuser. Parce qu'il n'y a plus de place. Et ça, c'est très important. Et dans l'autre, vous devez par exemple réfléchir sur des choses que nous pouvons promouvoir dans le cadre de nouveaux paradigmes. Vous voyez? Que devons-nous faire? Ça, c'est très important. Ce qui se passe au nord du Mali, croyez-vous que ce sont seulement ces gens-là dont nous avons l'information? Non. Vous savez qui tire la ficelle dans cette chose. Parce que, malheureusement, dans nos armées, nous n'avons pas de drones. Vous voyez ce qui se passe au mont de Karbarak, hein, ces conflits qui s'opposent. Vous voyez comment les gens se servent de drones et les drones leur guident, leur donnent les positions des ennemis et ils bombardent. Mais pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi on ne veut pas nous donner? Parce qu'ils nous ont refusé la science des armées. Parce que nous saurons. Il y a de rébellions qui ont fait plus de 20 ans dans nos pays. Mes amis, aucun rebelle ne peut tenir 20 ans en Afrique s'il n'a pas d'appui occidental. Donc, nous devons réfléchir sur toutes ces choses. Donc, si vous avez des choses à partager, donc vous pouvez toucher sur les armées. Si, par exemple, des gens que nous sommes en train de coacher aspirent aux armées, à la police, à la gendarmerie, quel type de coaching, quel type de leadership? Et c'est pour ça que nous devons réfléchir les nouveaux paradigmes à leur donner. Donc ça, personnellement, nous avons des choses que nous serons en train de parler. Parce que la fois passée, je vous ai donné un exemple seulement de la du Zaïre. Alors, le Zaïre, la RDC, avec l'agriculture, quand le fait président Mobutu a fait
de l'agriculture la priorité des priorités. Comment la balance économique du Zaïre. On a partagé et c'était extraordinaire. Et un Zaïre était devenu l'équivalent à 3 $. Il y a tant de modèles. Le modèle d'autres pays, je ne maîtrise pas. Donc, il faut réfléchir, même à ce qui concerne l'éducation. Vous voyez, par exemple, comment nous pouvons nous décider si les options. Comment un enfant qui termine les collèges, il n'est même pas entré dans un laboratoire. Il va connaître son sort quand il sera à l'université, pour la licence. Ça ne va pas. Donc, nous devons réfléchir dans toutes ces choses-là et nous proposer des modèles. C'est pourquoi je vous ai fait rire la fois passée avec la situation, par exemple, de nos frères du Mali, où la CEDEAO leur a imposé un embargo parce que le coup d'État était l'œuvre des militaires. Et ils ont imposé aux militaires de remettre, n'est-ce pas, la gestion de la chose publique aux civils. J'ai dit c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que la CEDEAO fait des collègues, des pairs qui violent leur constitution? Il faut aussi donner l'embargo. Il ne faut pas 2 poids 2 mesures. Et c'est pour cela, toutes ces structures, nous pouvons aussi voir quelles sont les choses que nous devons combattre, que nous pouvons qualifier d'anciens paradigmes dans certaines organisations interafricaines. Parce que pour nous, dans le Training Christian School of Leadership, nous prônons une seule Afrique. Mais une seule Afrique peut commencer à de telles initiatives. Nous avons la CEDEAO, nous avons la CEMA, nous avons ceci, cela, toutes ces organisations. Et on peut se retrouver ensemble et décider d'une charte commune pour dire que nous nous donnons ultimatum. Si dans 20 ans, nous ne pouvons plus parler de pays, des États, mais nous allons parler de fédéralisme africain. On doit avoir un président, un vice-président. On peut prendre des modèles qui marchent. Et il y a des gouverneurs. Les gouverneurs du Nigeria, les gouverneurs du Togo, les gouverneurs de la RDC, les gouverneurs. Et ce sont des États fédéraux. Et nous avons une capitale fédérale. Et 50 ans après, ceux qui viendront après nous, ils vont dire oui. Les indépendances ont payé. Donc, chers collègues, chers leaders, voici un peu de quelques réflexions que nous sommes en train de faire. Les liens là, vous est partagé, donc voyez dans la plateforme, donc allez dans Facebook, vous avez ce lien là, vous cliquez, ça vous conduit sur une fiche Excel, vous remplissez et vous donnez les idées. Et puis, vous allez défendre vos idées. On va vous accorder ces temps-là parce que nous pensons que nous allons nous battre pour que octobre, nous finissons et nous commençons à préparer notre sommet de leadership coaching que nous pourrons avoir. Nous sommes en train déjà de planifier pour les différents orateurs et en même temps rentrer maintenant pour notre propre formation. Parce que tout ce que nous sommes en train de réfléchir, ce sont des thématiques sur les contenus de ce que nous devons, la vision que nous sommes en train de nous inculquer par rapport au travail que nous serons en train de faire sur tous nos leaders. Donc, si vous avez des questions avant que nous terminions, si quelqu'un a une préoccupation, sentez-vous à l'aise. Ceux qui nous suivent au niveau de Facebook, soyez aussi à l'aise de nous donner vos
vos impressions. Merci. Donc, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Donc, voilà, si vous avez vos pensées, vous pouvez ajouter quelque chose. Nous qui sommes dans la salle, donc, nous avons la parole. Merci. Pasteur Motalo, il y a quelque chose à ajouter? Oh là là. Il faut activer les micros. Je pense que c'est juste un encouragement. C'est juste des encouragements. Nous pensons que c'est un grand défi qui peut prendre des mois, des années, mais l'essentiel est qu'on fasse un pas de l'avant. C'est ce qui est important. Tu as parlé de cette histoire de l'agriculture. Je crois que ça, c'est quelque chose qui devait vraiment nous préoccuper. Pourquoi Mosé Kabila n'a pas pu laisser une dette au niveau de la Banque mondiale? Qu'est-ce qui a fait qu'il ne puisse pas? Alors que lui, il est venu en tant que rebelle. Il n'est pas entré avec des conteneurs. Il n'est pas entré avec des véhicules. Il est entré en RDC pieds nus. Donc, disons, à pied. Mais qu'est-ce qui a fait qu'après quelques années seulement, il a pu rehausser l'agriculture au point où il n'a même pas contracté des dettes étrangères, mais au contraire, il a nourri la population, il a nourri les militaires, il a pu créer ce qu'il appelle la réserve stratégique. Il a créé le service national. Imaginez s'il avait encore 10 ans de plus, ce que le Congo pouvait devenir. Je crois que ce sont des exemples comme ça pour toutes les nations de l'Afrique qui peuvent faire beaucoup de choses. Hier, je me suis intéressé vers un Africain au Sénégal, au désert, comment il a réussi à reboiser une grande étendue, il a cultivé, il a engagé les gens, il a créé une école. Ça, c'est fantastique. Que Dieu puisse bénir l'Afrique et que nous puissions dire à l'Afrique, lève-toi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. OK. Voilà, donc s'il y a, je le dis un peu, je les ai mis, bon, c'est juste des encouragements. Merci, il y a le révérend Marius Pambo, il y a Prophète Parfait. Donc, sentez-vous à l'aise, chers collègues. Docteur Marcus, sentez-vous à l'aise, donc on va bientôt, on va presque terminer. Si vous avez une préoccupation, n'hésitez pas. Donc, voilà, donc ce sont des choses très intéressantes. Parce que même en matière de relation avec Dieu, l'Afrique, peut-être prochainement, nous pouvons considérer un aspect d'introduction. Donc, ce que le révérend Montado dit, c'est ce dont je vous ai cité, c'est cet homme-là, j'ai suivi. Comment il est parvenu à reboiser? Mais est-ce que le Sénégal le voit? Ça, c'est la question. Parce que même cette interview, cette image-là, c'est France 24, je pense. Donc, le Sénégal lui-même. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Parce que nous ne voulons pas croire en nous-mêmes. Mais le temps est arrivé. Donc, merci beaucoup pour cet encouragement. Nous allons alors vous demander de clôturer notre entraînement de ce soir. Pasteur Moutard. Les micros. C'est vraiment un privilège que nous puissions avoir ces quelques minutes de réflexion, d'encouragement, de coaching, ces quelques minutes où chacun de nous se sent vraiment responsable quelque part dans ce qui arrive, dans ce qui se passe en Afrique. Et nous pensons que tu peux utiliser chacun de nous dans sa zone d'influence pour que quelque chose change. Nous ne voulons pas voir ce que les autres font, le mal qu'ils sont en train de faire. Oui, nous ne voulons pas passer beaucoup de temps. Nous voulons plutôt poser la question,
qu'est-ce que je peux faire pour que quelque chose change en Afrique? Et Seigneur, tu es là pour donner une grande vision de la refondation de l'Afrique, notre Afrique. Bénis chaque leader, que toute la gloire revienne à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, nous allons nous revoir le vendredi prochain. Paix dans nos familles. Bye.